C'est une insulte bien française. Espèce de Bernard-Henri Lévy. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Vous l'aimez pas? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je trouve qu'il sert à rien. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Ardisson a rejoint Bounaïmin aujourd'hui et il arrivait à Ardisson de dénoncer la propagande israélienne. Comme dans cet extrait, dans l'une de ses émissions où il posait les vraies questions à l'ancien porte-parole de l'armée israélienne. Ariel Sharon a rencontré George Bush. Il est resté inflexible sur l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie. Alors c'est un peu un paradoxe que j'espère vous allez nous expliquer parce que on construit 3500 logements à Malé Adoumim pour relier la plus grande colonie de Cisjordanie, 30 000 habitants, à Jérusalem, ce qui va couper en deux la Palestine. Alors, finalement, est-ce que c'est pas un leurre, cette histoire d'évacuation de la bande de Gaza? Est-ce qu'il fait pas ça? Et puis pendant ce temps-là, il y a des colonies qui se construisent en Cisjordanie, sur le territoire palestinien. Non. Il nous faut se séparer des Palestiniens. Les Palestiniens doivent être indépendants. Et le premier pas, c'est Gaza. Et nous sommes bien décidés à le faire. D'accord, mais si parallèlement, Israël construit des tas de colonies en Palestine, la Palestine, par exemple, ces constructions-là de Malé Adoumim, ça va interdire une continuité dans le territoire palestinien. Alors vous dites qu'il y aura des passages, mais enfin, ça coupe quand même la Palestine en deux. Alors ça, plus le mur, on se demande si c'est vraiment sincère. Vous comprenez qu'ici, ça nous choque quand on entend le mot colonisation, parce que oui, la France était un grand pays colonisateur, et ma génération a été témoin de la décolonisation. C'est-à-dire que les Français sont partis de tous les endroits où ils étaient. Donc aujourd'hui, quand on entend qu'il y a des colonisations en Palestine, c'est sûr que ça nous choque, on trouve ça anachronique. Oui, mais évidemment, si on l'appelle colonisation, ça me choque moi aussi. Oui. Mais vous appelez ça comment alors? C'est des implantations de Juifs qui habitent dans des territoires... On aurait pu dire que les pieds noirs en Algérie, c'est des implantations de Français aussi. Dieudonné qui réagit à la mort de Ardisson. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Ardisson ne m'invitera plus jamais. Ah, cette fois-ci, cela sonne comme une évidence, puisque ce dernier nous a quittés aujourd'hui même. Un 14 juillet, rendez-vous compte. Sacré Thierry, il a choisi son jour. Pour un royaliste, c'est plutôt bien inspiré que de tirer sa révérence le 14 juillet. Thierry. Oh, je ne détestais pas Thierry Ardisson. J'en avais un peu pitié, c'est vrai. Il me faisait de la peine, car pour un homme de télé, je lui trouvais plutôt un certain talent, moi. Avec un sourire, c'est vrai, un sourire de faux cul. Il faut bien le préciser, que je n'appréciais pas trop, mais aujourd'hui, on pardonne tout. Aujourd'hui, tout semble dérisoire. Aujourd'hui, on s'attache au bon côté, bien sûr. On pense à sa famille, à ses enfants qui pleurent un père, un mari. L'homme en noir, il aimait qu'on l'appelle ainsi. Pourquoi? Oh, simplement parce qu'il avait un col roulé de cette couleur. Il était assez prétentieux quand même. Il pensait être plus intelligent que tout le monde. Sacré Thierry. Bon, il l'était certainement un peu plus, ce qui n'est pas très compliqué dans le monde de la télévision. Mais il était aussi très lâche. Il voulait toujours me donner des leçons de morale, et notamment sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu sur son plateau, il était obsédé par ces sujets, les Juifs, la déportation, la collaboration, l'extermination. Comme s'il avait à se faire pardonner d'une participation directe à ces événements historiques. Je ne sais pas. Il disait d'ailleurs, j'ai honte pour ma France. Pourquoi? Pourquoi pas? Vous me direz, pourquoi pas? Il a le droit d'avoir honte. Mais pourquoi vouloir transmettre cette culpabilité française aux jeunes générations? Cela restera un mystère pour moi. D'autant que l'afro-descendant que je suis ne ressent absolument aucune espèce de culpabilité dans ce conflit, donc entre 39 et 45, pardon, qui ont opposé effectivement des blancs entre eux. Toujours est-il qu'à présent, le poids de cette culpabilité qui habitait l'esprit de Thierry, une culpabilité qu'il pensait éternelle, eh bien, ce poids n'existe plus.
Tu es en paix, Thierry, et c'est bien ainsi d'ailleurs. Tu es libéré aussi de ce rôle de pute du show business, de toutes ces illusions. Je suis heureux pour toi. Tu as rejoint l'Éternel, hein? Ah bah ouais, on a grandi tous les deux dans cette culture chrétienne. Aujourd'hui, tu es dans les bras de Jésus. L'Éternel, le vrai, hein, pas celui à qui tu as baisé le cul toute ta vie, c'est-à-dire celui du showbiz, des paillettes et des strass. Non, je sais qu'aujourd'hui, tu es dans l'inspiration, la vraie. Tu es très loin de tout ce monde de fausse merde dans laquelle tu as vécu toute ta vie. Repose en paix, Thierry. Hein? Moi, je continuerai un petit peu à faire le con encore quelques années. Puis bon, bah après, à un moment donné, on fera tous on a tous le ticket pour y aller. Hein. Quand t'es appelé au guichet, malheureusement, tu peux pas. C'est à toi. Tu peux passer. Non, tu peux pas. Tu dois y aller. Hein. Donc, à bientôt. Repose en paix et mes condoléances à toute la famille. On dit souvent que la vieillesse est un naufrage, mais Thierry Ardisson nous a prouvé que l'inverse est possible. Il était peut-être un con à une certaine époque, mais il commençait à bien vieillir. T'as à couper, sinon il faudrait que tu fasses attention en traversant la rue. Wow. C'est quand même une réflexion parfaitement mafieuse. Donc ce côté mafieux qu'Hanouna montre tous les jours, en fait, il est général dans la maison. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de supporter. Voilà. Quand vous allez au tribunal, c'est ça? J'irai à tous les tribunaux qu'il faut, parce que si vous voulez, quand Hanouna demande au Jules de Ruquier de me traiter de pourriture, c'est inacceptable. Voilà. Moi, j'ai décidé de plus accepter. Tristan Valex, Hanouna a dit, tu sortiras de chez toi, tu seras couvert de molars. Non, mais attendez, où on est? Donc moi, si vous voulez, maintenant, j'ai décidé de dire ce que je sais sur le groupe Bolloré, où j'ai passé 3 ans sous la direction de Bolloré, et j'ai décidé de me rebeller. Voilà, parce que tout le monde dit en 40, j'aurais fait de la résistance. Donc moi, je ne sais pas si j'aurais fait de la résistance en 40, mais aujourd'hui, j'en fais, voilà. Franchement, et vous le savez bien, vous avez été victime, vous aussi, de Cyril Hanouna. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de paix armée. Mais, si vous voulez, pourquoi de quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est une racaille inculte. C'est un type qui n'a aucune éducation. Non, mais, je veux dire, c'est scandaleux. Enfin, moi, je sais pas, est-ce qu'il y a que moi que ça révolte? Non, vous êtes le seul à le dire. Ah ben, comme ça. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà. Je continuerai à le dire. Parce que tant qu'il faisait de la télé, tant qu'il disait la Starac c'est bien, The Voice c'est pas bien, on s'en foutait. Quand il commence à faire la promotion de Marine Le Pen toute la journée, là il y a un moment, oui, moi ça me gêne personnellement. Non, parce qu'il a des contradicteurs quand même sur le plateau. Les contradicteurs d'Artigol, qui est communiste comme moi, je suis trotskiste. Ça c'est sur la radio, ouais. Ça c'est à la radio. Et vous regrettez pas l'histoire de mépriser le public? Ah, pas du tout. Mais non, mais enfin. Ah non, moi je. Vous ne pouvez pas dire que 2 millions. Mais pourquoi? Je vous dis, même 5. Pourquoi vous voulez pas revenir sur ces propos Ah non, je reviendrai pas sur ces propos parce que je le pense réellement. Donc je vais pas vous dire le contraire pour vous faire plaisir. Vous pensez que ceux qui regardent Hanouna sont des cons? Absolument. Des têtes pleines d'eau. Des têtes pleines d'eau. 2 millions. Bon, ça pourrait être 5. Hein. Qui revient. Mais je comprends pas que ça vous choque. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs. Enfin, les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. 50%. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien, oui. Ben oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Une organisation tunisienne porte plainte contre l'imam Chalgoumi pour haute trahison après sa visite en Israël. L'association tunisienne accuse l'imam Hassan Chalgoumi d'avoir clairement affiché son soutien au gouvernement israélien en critiquant la résistance palestinienne et en cherchant même à embrasser la main du ministre israélien de l'Intérieur, Moshe Arbel, une situation qualifiée de honteuse par l'organisation. L'organisation tunisienne demande au gouvernement tunisien de lui retirer sa nationalité et sollicite l'engagement de poursuites judiciaires à l'encontre de l'imam Chalgoumi devant la justice militaire pour atteinte à la souveraineté nationale et pour avoir collaboré avec une puissance étrangère. La société civile tunisienne demande la déchéance de nationalité de l'escroc sioniste Chalgoumi. Une plainte a été déposée pour haute trahison. C'est un sioniste pur et dur. Et je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit auparavant, normalement cet homme-là ne devrait pas être autorisé à entrer en Tunisie parce qu'il me semble qu'il est lié à la normalisation avec l'entité, sous quelque forme que ce soit. Cette fois, il est allé rencontrer le président de l'entité, il l'a remercié, il l'a félicité pour la démocratie et la liberté, un salut qui manque d'humanité, ça ne devrait pas venir d'imam. C'est-à-dire, lui, à la base, un imam, il est parti en France, il était un terroriste suivi par la DNC, puis il a été récupéré, et aujourd'hui il y a aussi l'exploitation de la pensée religieuse par le sionisme. Point, on l'a déjà dit, le sionisme est un mouvement raciste qui n'a rien à voir avec la religion juive. C'est une honte, ça ne vaut rien du tout.
Non seulement il est parti, mais il est allé au mur des lamentations, leur mur à eux, qui est en fait le mur al-Burak, et il a prié pour le bien de cet état-là. Et il a emmené avec lui 5 charlatans soufis et tout ça, juste pour te montrer qu'il a été, en fait, recruté par le Mossad. Donc aujourd'hui, ce type-là, ce n'est pas sa fonction religieuse. Il n'a aucune autorité, ni en tant qu'imam, ni rien du tout. C'est un agent sioniste. Même ce que le chef de l'opposition, Lapid, a dit, il ne l'a pas dit pour faire l'éloge du sionisme. Donc, franchement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi méprisable, aussi dépourvu de pudeur et d'humanité, et ce n'est pas quelqu'un qui fait honneur à la Tunisie. Cet individu, normalement, il devrait être interdit d'entrer sur le sol tunisien. Franchement, vraiment, cet homme-là embrasse la main du ministre de l'Intérieur sioniste et... L'Iran prévient, si Israël relance la guerre contre nous, nous rayerons Tel Aviv de la carte, cette fois sans aucune hésitation. Le service de renseignement iranien ont découvert des puces électroniques de surveillance laissées par les inspecteurs nucléaires de l'AIEA. C'est très grave. On peut m'expliquer comment et pourquoi personne ne lui a arraché son drapeau du Beitar Jérusalem, club d'extrême droite qui soutient Netanyahou? En fait, pour vous expliquer le contexte, ce supporter-là a mis un drapeau du Beitar Jérusalem sur la personne qui porte un drapeau palestinien ici. Et là, c'est juste devant le Vélodrome, c'était sûrement lors d'un match. Nickel. C'est mieux. C'est où la Palestine? C'est où? Il lui a dit mais ce drapeau là c'est mieux. Et il lui a demandé c'est où la Palestine? C'est où? Non, c'est mieux ça, tu dis. Non, c'est bon ça, c'est bon frère, c'est le top ça. Non, c'est bon ça. Il va représenter tout. Il représente tout. Voilà, c'est tout frère. Voilà. Quand tu lui mets ça sur la Palestine. C'est pareil, frère. C'est pareil, bien sûr, c'est pareil. Mais la loi de porter ça, t'as pas besoin de on est là, mon frère. Toujours zéro garde à vue à mon actif en tant qu'Algérien musulman. Et c'est donc ça les gens qui nous traitent de racailles. Ma parole. Ni CNews ni BFM en ont parlé, mais on va le voir ensemble. L'assassinat de Rahma Ayet bouleverse la communauté musulmane en Allemagne. Rahma, jeune infirmière voilée algérienne de 26 ans, a été poignardée à mort dans son logement à Arnoun par un voisin allemand de 31 ans, décrit comme violent et harceleur. Il l'aurait ciblé à cause de son hijab. Selon ses proches, Rahma vivait dans la peur. Elle avait confié à sa mère les menaces répétées qu'elle subissait. Malgré cela, elle avait refusé de céder à la pression et continuait de porter fièrement son voile, y compris au travail. La communauté maghrébine en Allemagne, choquée, a organisé une veillée et exige que ce crime soit reconnu pour ce qu'il semble être un féminicide islamophobe. Les autorités algériennes ont convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Alger et demandent justice. Une autopsie est en cours, mais le caractère raciste du meurtre est au cœur des préoccupations. Ce drame relance les craintes. Être femme, musulmane et immigrée en Europe peut encore coûter la vie. Les Israéliens ont lancé une vaste campagne de menaces contre les journalistes citoyens qui parlent de Gaza sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Charlotte Vautier, l'Israélien se fait passer pour un prêtre de Jérusalem. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui se disait prêtre à Jérusalem et qui me menaçait de me faire du mal si jamais j'arrêtais pas de parler de Gaza. Donc un matin dans la semaine, je suis en train de travailler sur mes prochains projets quand je reçois un appel d'un numéro masqué. C'est une voix féminine qui me dit « Bonjour, c'est l'assurance maladie. Est-ce que votre docteur, c'est toujours le professeur ?» Comme elle donne le vrai nom de mon médecin traitant, moi je me méfie pas, je pense vraiment que c'est l'assurance maladie. Et juste après, elle me dit « Est-ce que vous habitez toujours à telle adresse ?» Et effectivement, c'est toujours mon adresse. Et 5 minutes plus tard, je reçois un nouvel appel d'un numéro masqué. Là, je me dis « Bon, ok, c'est bizarre, mais bon, je décroche aussi. » Là, c'est un homme qui me hurle dessus, qui est méga menaçant, très agressif, et qui me dit « Ouais, Charlotte Vautier, on sait où t'es, on va te retrouver. On a vu tes réels sur Gaza, tu mets en danger les juifs et les chrétiens de Jérusalem. » Je lui demande qui il est. Il me dit qu'il s'appelle le Père Turin à Jérusalem. Bon, déjà, je lui dis, enfin, si vous êtes prêtre, ça m'étonne que vous parliez de cette façon-là et que vous soyez aussi agressif avec moi, on se connaît pas, etc. Et il faisait que de me parler d'un réel sur Gaza. Et donc, je me dis, ok, c'est Instagram. Sauf que moi, ces dernières semaines, sur Gaza, j'ai posté que des informations en story et pas en réel. Et donc, je capte que potentiellement, on a affaire à une liste et que c'est pas visé directement contre moi, mais certainement contre plein de journalistes français. À un moment, il finit par totalement changer de ton et il me dit bon bah ok, alors je préviens mon staff et je vous retire des listes. Je vais vous faire écouter. En gros, j'étais avec un pote à moi, avec un collègue qui a enregistré juste la fin. Et donc je pense que vraiment vous êtes sur une base de données de journalistes. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas de ce dont vous parlez. D'accord.
Alors écoutez, c'est noté, et je vais informer à mon staff que c'est une erreur. Voilà, je veux bien, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de votre numéro, madame. Oui, je veux bien, vraiment. Il n'y a pas de souci, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. C'est quoi ce bordel? Voilà. Donc, il y a de plus en plus de journalistes qui se font menacer, surtout après les revirements politiques là qui se sont opérés ces dernières semaines. Pour rappel, selon l'université de Brown, le nombre de journalistes tués en 18 mois à Gaza dépasse le total de ceux qui ont péri pendant les 2 guerres mondiales. Le nombre de morts à Gaza est de 53 000, dont une majorité de femmes et d'enfants, 120 000 blessés et plus de 60% des bâtiments détruits. Donc non, c'est loin d'être le moment de se taire quand on est journaliste. 80% des médias fabriquent l'opinion. Toute voix dissidente est traitée d'extrémiste, de complotiste ou de folle. Aude Lancelin. En France, la presse mainstream n'informe plus, elle conditionne. 80% des médias aujourd'hui, réellement, fabriquent l'opinion. La proximité entre ce type d'actionnaires, ces oligarques, et le pouvoir nouveau, à savoir ce qu'on peut qualifier d'extrême centre, qui n'est pas né avec Macron, mais qui s'est renforcé avec Macron. Tout ce qui s'en écarte, toute opinion autre, est extrémiste, complotiste, excentrique, ridiculisée, présentée comme dangereuse. Il n'y a pas d'autres points de vue respectables qui puissent s'exprimer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément un déviant. Moi qui connais le parcours de nombreux journalistes, je sais que des gens qui, il y a encore 15 ans à l'Obs, étaient tout ce qu'il y a enfin, c'était pas des Rosa Luxembourg, c'était des gens plutôt soumis et raisonnables. Maintenant, il leur arrive, après 20 ans de carrière, de sortir du bureau du directeur de la rédaction en larmes. Parce que on les a empêchés d'écrire tel truc sur Dupond-Moretti, ou parce que, enfin, c'est très très dur. C'est très très dur. Il y a des régressions démocratiques en cours dans ce pays dont les gens n'ont même pas encore idée. Moins visible que les chaînes d'information telles que BFM TV, LCI ou CNews, le journal d'Arte s'intéresse au conflit israélo-palestinien depuis un certain temps avec une approche journalistique sans biais. En 2 minutes 20 chrono, ils offrent un résumé à jour du conflit. À Doha, la perspective d'une nouvelle trêve semble compromise, d'autant que l'armée israélienne poursuit quotidiennement ses bombardements sur le territoire palestinien, faisant toujours plus de victimes. Je vous rappelle que depuis octobre 2023, près de 58 000 Gazaouis, essentiellement civils, ont été tués dans des frappes israéliennes, selon des chiffres du Hamas jugés fiables par l'ONU. Commentaire Anya Walterheit. La douleur d'un père. Un campement abritant des déplacés a été bombardé la nuit dernière à Khan Younes. Personne ne s'y attendait. 10 personnes sont mortes, 9 autres blessés d'après ce témoin. Ils ont dit que c'était une zone sûre, mais c'est devenu une zone de feu, une zone de mort. Il y a eu plusieurs frappes ici. Des gens ont été tués dans leurs tentes. Dans leur sommeil, dans les files d'attente pour de la nourriture, la mort est partout. Et surtout aux abords des sites de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation controversée. Selon l'ONU, près de 800 personnes sont mortes en tentant d'obtenir de l'aide, la plupart suite à des blessures par balle. Là où les gens font la queue pour obtenir des produits de première nécessité, de la nourriture et des médicaments, ils sont attaqués. Ils ont le choix entre risquer d'être abattus ou recevoir de la nourriture. C'est inacceptable et pourtant cela continue. Dans cette unité de soins intensifs pour prématurés, la malnutrition chez les enfants et les mamans se généralise. Selon Médecins sans frontières, les chiffres ont quadruplé en seulement 2 mois. Dans son dernier rapport, la rapporteuse spéciale de l'ONU n'a pas ménagé ses reproches envers Israël. En réaction, les États-Unis ont pris des sanctions à son encontre, un fait sans précédent. Il semble ne plus y avoir de limites, plus de lignes rouges. Nous vivons dans un monde sans loi. C'est effrayant. Malgré les interventions de l'ONU, les habitants de la bande de Gaza vivent sous les bombes, comme ici à Khan Younes. Et même si des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours à Doha, presque plus personne ne croit qu'elles aboutiront. Meir Habib, l'ami intime du génocidaire Benjamin Netanyahou, s'oppose au statut de réfugié palestinien en France. Beaucoup de Gazaouis sont des viols, des assassins qui ont massacré, brûlé, violé des femmes et des enfants parce qu'ils sont juifs.
Peu importe, ils sont gazaouis. Alors, ils peuvent à partir d'aujourd'hui prétendre à un statut de réfugié en France. Où va la France? En ce jour de notre fête nationale, je ne sais pas s'il faut rire ou en pleurer. Les deux sans doute. Irresponsable, dangereux, immoral et pathétique. Non seulement il raconte n'importe quoi, mais en plus il mélange tout. C'est lui qui est pathétique. 9 ans que ma mère a été tuée à Nice, fauchée en premier ce 14 juillet. 9 ans que je vis avec ce vide, avec cette injustice. Elle était musulmane, française, mère, femme libre. Et pourtant, sa mort n'a pas empêché la stigmatisation des siens. La fondation Inrajab a déposé une plainte au Portugal pour demander l'arrestation immédiate d'un soldat israélien qui séjourne actuellement à Lisbonne au Portugal. Le tireur d'élite israélien Dani Adega, connu pour ses meurtres sur des civils palestiniens, fait l'objet d'une plainte pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La fondation exige aux autorités portugaises d'arrêter immédiatement ce soldat israélien qui séjourne actuellement au Portugal. Louis Boyard qui tweet « Hier, 2 militants insoumis ont été agressés. Le plus jeune d'entre eux s'est vu prescrire 2 jours d'ITT après cette violente agression. Ils collaient des affiches contre le génocide à Gaza. Voilà ce à quoi mène la criminalisation des voies de la paix. » Marc Botenga qui tweet « Depuis près de 2 ans, l'ONU, les cours internationales, la société civile et la diplomatie européenne ont documenté les pires violations du droit international humanitaire. En permettant la participation d'Israël au sommet voisinage Sud-Union européenne, aujourd'hui, l'Union européenne blanchit ses crimes. » Rima Hassan qui tweet « Le sionisme est une entreprise coloniale comme les autres. Il vit ses derniers instants de propagande coloniale. Il n'y a pas d'autre scénario possible que la libération de la Palestine, quoi qu'il en coûte. Le nouveau mouvement des non-alignés à la politique génocidaire israélienne, honoré d'y être et d'en être. Bande de Gaza, plus de 30 pays réunis à Bogota pour des mesures concrètes contre Israël. Plus de 2000 membres de familles israéliennes ayant perdu des proches le 7 octobre ont déposé une plainte contre l'autorité palestinienne réclamant l'équivalent de 230 millions d'euros de dommages et intérêts. La plainte, déposée devant un tribunal israélien et non pas international, vise à tenir l'autorité palestinienne légalement responsable des actions du Hamas. Les requérants demandent également de geler plus de 1,1 milliard de shekels, équivalent à 280 millions d'euros, de fonds palestiniens. Cela est possible parce que l'argent destiné aux Palestiniens transite obligatoirement par le colon israélien qui a le pouvoir de valider ou non les virements et qui se sert comme il veut au passage. La ministre Aurore Berger confirme que le lobby pro-israélien CRIF est bien financé par l'argent public des Français et qu'elle a décidé de lui allouer un budget supplémentaire dont elle n'a même pas encore défini le montant. L'excuse pour ce énième gaspillage d'argent public, c'est qu'il puisse recruter des salariés pour sa nouvelle activité privilégiée de signaleur de confiance de l'Arcom. Eh bien, ces associations, elles vont pouvoir signaler des contenus de manière à ce que ces contenus soient retirés de manière beaucoup plus rapide, parce que justement, c'est pas n'importe qui signale, ce sont des associations clés. Et moi, mon engagement, c'est de renforcer leurs moyens budgétaires. Elles vont être aidées justement par l'État. Elles sont déjà aidées, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne. À hauteur de combien? Vous avez une idée du budget que ça nécessite? Là, l'objectif, c'est qu'elles puissent recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là. Et donc, on va regarder précisément avec elles. Alors, l'Arcom vous a accordé le statut de signaleur de confiance. C'est important, ce statut. Ça nous propulse effectivement dans un tout petit groupe de gens très sérieux qui font des signalements et dans lequel on va tenir notre place par rapport à tous ces discours de haine. Il faut dire par exemple que dans les plaintes qui sont déposées, on voit des enfants et le plus jeune était en maternelle qui se voit opposer un autre enfant de maternelle qui lui dit je ne joue plus avec toi. Donc ça c'est totalement intolérable et on compte sur la société civile pour travailler avec nous sur la réparation de la société française qui est malade. Le média en ligne Blast dénonce la décision de l'Arcom de vous accorder le statut de signaleur de confiance. Blast, c'est un média en ligne plutôt classé très à gauche et il qualifie le CRIF, je le cite, d'organisation religieuse alignée sur la position du gouvernement d'extrême droite génocidaire d'Israël, fermez les guillemets. Doit se sentir solidaire d'Israël et c'est dans l'ADN du CRIF, c'est dans les missions du CRIF dès son origine, dès 1943. Soutenir l'idée d'Israël à l'époque, soutenir l'État d'Israël depuis, c'est quelque chose qui est essentiel, c'était quelque chose qui est essentiel pour les Juifs du monde, de soutenir Israël. Et donc sur la notion de solidarité, il n'y a pas à revenir. Merci beaucoup Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci.
Israël qui t'explique fermement en 4K que si tu achètes du jus d'orange israélien, tu financeras des missiles. Mais en France, on interdit le boycott des produits israéliens parce que c'est antisémite. C'est quoi cette vieille propagande? J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur toute l'actualité qu'on a vue.